Go. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la langue française. Donc, je vous invite et je m'invite chez vous afin de fêter cette journée. Je me présente, c'est Soumeya Bouhanen de l'Université de Blida 2, département de français, et membre fondateur de l'ANECLEA, l'Association nationale des enseignants-chercheurs en littérature étrangère en Algérie. Donc, cette journée, elle a été décrétée le 20 mars 2010 par l'ONU et à partir de cette année, l'ONU avait désigné chaque mois pour fêter une langue et le mois de mars, il a été choisi pour fêter la langue française. En fait, le but de cette journée et le but aussi de l'ONU est disons, de renouveler le respect envers les langues mineures, les langues, enfin, toutes les langues de manière générale. Et non seulement renouveler, donc, comme je disais, le respect envers chaque langue, mais aussi envers tout ce qu'elle véhicule comme culture, comme coutume, comme savoir et surtout favoriser le multiculturalisme et le multilinguisme auquel aspire le monde actuellement. Donc cette date, c'est juste pour le rappel, cette date coïncide également avec la journée internationale de la francophonie. Et pour fêter cette journée, l'ANECLEA a choisi de lancer un concours de nouvelles. Le concours de nouvelles pour jeunes talents. Donc ce concours a été destiné aux masterants, aux doctorants, aux étudiants en licence. Et donc, chacun a pris part. Nous avons eu quand même des différentes nouvelles de différents candidats. Et donc, je disais, chacun a pris part à ce concours afin de participer à cette fête internationale, la fête de la langue française. Disons que avant de parler des candidats, avant de parler des nombres que nous avons reçus, de nombre de nouvelles que nous avons reçues, parlons plutôt de la thématique de cette nouvelle, la thématique du concours, qui est la résilience. La résilience, je dirais, c'est un thème qui est très en vogue en ces derniers temps et dans toutes les littératures, spécialement de façon très particulière dans la littérature québécoise, la littérature subsaharienne et la littérature africaine, ou plutôt, je dirais, dans toutes les littératures où les peuples ont amplement souffert et ont appris à renaître de leurs maux afin de reconstruire leur vie. Donc, disons, la résilience, c'est renaître, rebondir, échapper aux souffrances et se créer une autre vie. Cette résilience a été pleinement scandée, entre guillemets, par l'une des écrivaines sierra-léonaises, Aminata Forna, dans son livre « Le paradoxe du bonheur » paru il y a 2 années de cela, en 2019. Elle se manifeste aussi beaucoup plus chez les écrivains migrants, qu'on appelle les néo-québécois, des écrivains tels que Naïm Qapan, d'origine irakienne, Hadi Bouraoui, d'origine tunisienne, Dany Laferrière, d'origine haïtienne, Régine Robin, d'origine française, et bien d'autres. Tous ces écrivains ont choisi le Canada pour une raison ou pour une autre, afin de se refaire une vie et se refaire une carrière. Et dans tous les romans, dans chaque roman de ces écrivains que j'ai cités et d'autres romanciers, nouvellistes, historiens, qu'on nomme néo-québécois depuis les années 80,
On choisit donc cette thématique, ou plutôt on retrouve cette thématique qui se manifeste afin de dire aux autres, de dire à tous les lecteurs, à tous ceux qui souffrent quelque part, hein, qu'il y a toujours une deuxième chance et qu'il faut saisir cette deuxième chance. Donc, résilience, c'est un peu la vulnérabilité dotée de courage pour tracer son chemin. C'est aussi une forme d'engagement, hein. On s'engage à ne pas baisser les bras. Donc, la résilience, c'est un peu le mot, hein, le mot qui aide, diront l'Africain, le Québécois, le Maghrébin, à renaître de ses cendres, quelles que soient les circonstances. Donc, cette résilience, nous l'avons proposée comme thématique et qui a été bien appréhendée par plusieurs, bien approchée par plusieurs candidats. Et je pourrais dire que nous avons reçu plusieurs nouvelles, nous avons reçu plusieurs propositions, mais nous en avons retenu juste une dizaine, ou les 10 meilleures nouvelles que nous avons reçues. Évidemment, je tiens à préciser que c'est le premier concours de la nouvelle que lance l'ANECLEA. J'espère qu'il y en aura d'autres, afin de pouvoir découvrir d'autres talents. Donc, beaucoup de textes n'ont pas été pris en considération car ils ne respectent pas, disons, les caractéristiques de la nouvelle. Ces caractéristiques sont plus ou moins connues car si on parle de nouvelle, on parle d'un texte assez court, un texte qui ne dépasse pas 40 ou 50 pages, un texte où l'auteur traite un seul événement et on ne peut pas multiplier les événements, sinon la nouvelle se transformera en roman. Un texte aussi où le nombre de personnages est très réduit. On ne peut pas inviter ou mettre en scène plusieurs personnages, sinon le caractère de la nouvelle ne sera pas correct et adéquat. Aussi, il faudra que l'action se déroule dans un temps très bref et un espace très précis. De même, il est important de maintenir et d'exiger, enfin c'est ce que nous avons exigé de toutes les nouvelles que nous avons reçues, que l'intrigue soit basée essentiellement sur l'évolution psychologique du personnage central. Il s'agit donc d'une histoire certes racontée, donc c'est un texte narratif, un texte imaginaire, et même si nous avons reçu des nouvelles de la sorte, même si l'auteur s'inspire d'un fait réel ou d'une histoire réelle, il essaye de le reconstruire à sa manière afin qu'il le traduit en texte fictionnel. Donc, ce qu'on pourrait dire que tous ces critères ont été pris en considération par des experts qui ont eu la gentillesse de répondre présent à notre invitation et qui ont participé à cette fête, la fête de la langue française. Donc, ces experts nous viennent de l'Université d'Alger, de l'Université de Bidade, de l'Université de Batna, de Borj Bariri, de l'Khmis et aussi de l'Université de Msila. Je cite le nom des collègues et qu'ils en soient pleinement remerciés. Donc, je citerai Madame Mariam Brahimi, Madame Rachida Sadouni, Madame Safa Oulad Haddar, Monsieur Hatem Amrani, Madame Moufida Saadi, Madame Djibarat Hilal, Madame Shir Salah Fafa, Madame Fouzia Amrouche, Madame Moufida Saadi, Madame Soualah Keltoum, Madame Wafaq Samia et moi-même, et d'autres collègues qui nous ont aidés de façon très efficace.
Donc, afin de faire durer un petit peu le suspense et aussi pour saluer les autres nouvelles, nous n'allons pas uniquement saluer le lauréat, hein, qui nous a offert une très belle écriture, mais nous allons quand même saluer les autres candidats qui ont eu le courage, je dirais, de partager avec nous leur écrit. Donc, je salue, de même que les experts ont été des différentes universités, les candidats aussi. Donc, je salue Ben Halima Wissam, masterante à l'université de Djelfa, qui nous avait offert à lire une nouvelle intitulée À l'aurore. Donc, cette nouvelle, selon les experts, elle évoque la décennie noire et se rapproche beaucoup plus du roman que du genre de la nouvelle. Qu'elle en soit remerciée, même si elle s'est un petit peu éloignée du genre. Nous avons aussi de l'université d'Oum-le-Boagui, Master 2, DDLE, Mamri Nour el-Houda. Donc, Mamri Nour el-Houda, elle nous a offert à lire une nouvelle intitulée Esprit de Self, une très belle nouvelle, mais malheureusement, un peu comme Ben Halima Wissem, elle s'est éloignée du genre et des caractéristiques, et aussi elle s'est un petit peu perdue dans sa narration qui a été quand même assez bien faite. Aussi, nous avons Oussad Louisa de l'université de Relisen, masterante. Sa nouvelle s'intitule La subtilité du destin. Donc, cette nouvelle, elle nous introduit dans un monde fictif, mais malheureusement, elle nous laisse sur notre faim. Elle est quand même douée d'originalité, de nouveauté, bien écrit aussi, mais on reste sur notre faim car Oussad Louisa ne nous conduit pas vers la fin. Et c'est l'un des critères plutôt de la nouvelle, c'est qu'il y ait quand même un petit dénouement. Donc là, je cite aussi Jitli Yasmine de l'ENS d'Alger. Sa nouvelle s'intitule De mère en fille. Certes, l'écriture, elle est fluide, elle a tout respecté, seulement la thématique, au bout d'un moment, elle s'est perdue, elle a perdu de vue sa thématique, elle s'est lancée dans un autre, comme nous l'avons dit tout à l'heure. On ne peut retenir plusieurs thématiques dans une nouvelle, sinon ça se transformera en roman. Et encore un autre candidat de l'université de Relisen, Master 1, Chedli Mohamed El-Amin. Sa nouvelle s'intitule Le Galérien qui nous fait penser à une chanson française des années 40. Elle nous fait penser au passé, mais aussi à une certaine nouveauté que Chedli Mohamed Amin a essayé d'introduire à travers son texte. Mais il y a eu quelques manquements, comme l'absence de dialogue. Donc, disons l'absence de dialogue, même si le nombre de personnages il est assez propice à cet effet. Belaouche Fadila de l'ENS d'Alger, étudiante en licence, et elle nous a offert L'Omniscient. L'Omniscient, le texte contient un foisonnement d'idées qu'il aurait fallu développer davantage. Mais je pense qu'à force de vouloir respecter le nombre de pages, nous avons demandé 10 pages, de ne pas dépasser les 10 pages. Donc, Belaouche Fadela, c'est un petit peu perdu dans le respect des règles, et elle a mis de côté en quelque sorte les caractéristiques de la nouvelle, même si son texte il est joliment écrit. On arrive aux 4 premiers, n'est-ce pas? Là, on arrive à M. Messiani Nassereddin, doctorant en AMA. Il a choisi un très beau titre, Histoire d'un Zoufri. Donc là, déjà, le mélange entre la langue française et la langue maternelle est très apprécié. Donc, emporté en quelque sorte par la fougue du futur écrivain,
il a quelque peu aussi, lui aussi, négligé des aspects de la nouvelle, même s'il se place en quatrième position. Et en troisième position, nous avons un autre doctorant de Blida 2 cette fois-ci, qui avait annoncé, qui avait présenté une nouvelle avec un titre assez long, l'anathème et les punchlines ou Sisyphe délivrés. Donc, disons un titre assez long, je dirais, qui correspond beaucoup plus au roman, à un titre de roman, mais il a quand même présenté un texte original, mais malheureusement, il a multiplié les personnages, multiplié les thématiques. Dirons que ce texte ou cette nouvelle pourrait être développée pour un futur roman, pourquoi pas. Et on arrive à la deuxième position. La deuxième position, cette jeune dame, Bouklachi Mehdia, doctorante de l'ENS d'Alger, nous a offert une nouvelle intitulée « Un si court chemin ». Donc, la nouvelle, elle est très bien écrite. Elle a respecté en quelque sorte toutes les caractéristiques. L'intrigue nous rappelle pleinement celle des romans de Meissa Bey, puisque mon cœur est mort, au commencement était la mer. En fait, on pourrait voir presque on pourrait lire plutôt à travers cette nouvelle, excusez-moi, plusieurs romans de Meissa Bey à la fois. Mais il fallait quand même faire un choix entre une nouvelle très bien écrite et une nouvelle exceptionnellement écrite. Donc, exceptionnellement bien écrite, dans le sens où tout est captivant, le texte est captivant, le titre est original, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est une invitation à un voyage, un vrai voyage, un voyage dans la fiction, un voyage disons, dans l'autre monde, dans un monde futur, un voyage dans l'existence. Donc, dans cette nouvelle, on voit l'existentialisme, on voit le monde surréel, on voit le monde actuel, on voit les maux de l'humanité et aussi l'absurdité de l'être humain parfois. Donc, cette très belle nouvelle nous a été intitulée Le projet Safeguard, nous a été offerte par M. Sherif Mohamed Nadir, masterant à Betna 2, que nous accueillons, qui va pour un débat, pour nous présenter sa nouvelle, pour se présenter aussi et pour qu'on puisse partager avec vous quelques extraits de cette écriture exceptionnelle que j'espère verra le jour dans les plus belles éditions. Monsieur Mohamed Nadir, vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, d'abord, je vous félicite au nom de tous les collègues membres de l'ANECLEA. Merci. Pour cette belle nouvelle que vous nous avez offerte et pour cette, disons que c'est une surprise littéraire en quelque sorte. Cela fait très, très, très longtemps que nous n'avons pas eu à lire des nouvelles nouvellement écrites, entre guillemets. Et j'aimerais bien vous poser quelques questions. D'abord, sur votre personne, si vous permettez, et aussi sur la nouvelle en soi. Donc, avant de parler de votre écrit, avant de parler de cette nouvelle qui nous a tous émerveillés, donc, la première question qui nous vient à l'esprit, donc, depuis quand vous écrivez, n'est-ce pas, et est-ce votre premier texte, et comment
vous vous êtes introduit dans le monde de l'écriture. Bon, ça fait 3 questions, je sais. Hein, à vous Très de bien. choisir par quelle question commencer. Alors, depuis quand est-ce que j'écris? Alors, j'ai envie de dire depuis quelques années, 4 à 5 ans peut-être. Et mon expérience en ce qui concerne l'écriture, ça a toujours été, j'écris juste parce que j'ai des idées, vous voyez, j'ai des scénarios en tête, parfois j'ai des scènes, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de... Il y a pas de connexion logique, mais j'écris juste parce que ça me fait plaisir. Et j'ai des amis avec qui partager ces écrits. Je reçois des encouragements, certains me félicitent, me disent que c'est très bien, je devrais penser à publier, mais je n'ai jamais eu le courage, on va dire, de ne serait-ce que terminer voilà, tout un travail à publier. C'est vraiment des écrits décortiqués, c'est des écrits pas un petit peu par-ci, par-là. Voilà, c'est depuis voilà, 5 ans peut-être, en 2016. C'était ma première expérience, mon premier contact avec l'écriture. Hum, Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire? Oui. J'ai envie de dire que chez moi, il y a une certaine imagination. J'ai beaucoup d'imagination. Et du coup, mon cerveau, mon esprit, crée beaucoup de scénarios à partir de rien. Et je me suis dit, certains de ces scénarios sont vraiment intrigants, intéressants. J'aimerais bien essayer de les écrire, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne, juste Oui. entre moi. Juste écrire pour voir ce que ça donne. Mais une fois, j'ai eu le courage de partager avec des amis et on m'a beaucoup encouragé. Et du coup, ces encouragements, bien que ça ne m'a jamais poussé, ça ne m'a jamais donné assez de confiance en moi pour terminer et publier tout un travail, mais ça m'a donné quand même assez de confiance pour ne pas abandonner. Et, après avoir vu la publication sur Facebook de du concours, voilà, je me suis dit, oh tiens, 10 pages, c'est pas énorme non plus, donc je Oui. peux bien écrire 10 pages. Voilà. Oui. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, comme on dit, et j'ai, euh, j'ai, j'ai, euh, je l'ai fait. Voilà. Vous l'avez fait et vous êtes le lauréat. C'est une très belle chose pour vous et pour nous aussi, parce que là, on découvre euh, une belle écriture. Et là, j'ai une question là qui me vient à l'esprit. Là, euh, si je vais vers l'art, Mohamed Khedda disait, je peins lorsque je souffre. Il y a certains écrivains africains qui disent, j'écris lorsque je ne me sens pas bien. Et vous, quand est-ce que vous écrivez? Je dirais que ça dépend du type d'écrit. D'accord. Quand on écrit pour raconter, parce qu'on a une grande imagination, comme je le fais la plupart du temps, c'est vraiment parce que on a envie de prendre contact. Ce n'est pas Mhm. forcément de la douleur, ça c'est un Mhm. tout autre type d'écriture. Mais Mhm. pour raconter, c'est vraiment ce désir d'avoir un écho, de créer un écho, d'avoir des réponses, d'envoyer un discours, voilà, et de voir Mhm. comment ça va influencer les autres. Donc, les réponses, les feedbacks de mes amis, de mes collègues, ça a toujours été un plaisir pour moi. J'ai toujours envie de savoir ce qu'ils font, ce qu'ils en pensent plutôt. Quand on dit que la douleur, c'est vraiment c'est un tout autre écrit. C'est un écrit pour nous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais ne publient jamais, ne montrent jamais Oui, tout à fait. à Mhm. leurs collègues ou à leur entourage. Et c'est vraiment parce que cette écriture les aide eux-mêmes. Alors, certains auront le courage forcément de publier Mhm. ces écrits dans lesquels ils se mettent à nu. Ils, euh, ils, euh, ils sont très, très honnêtes envers eux et ça peut être, ça nous met dans une position de vulnérabilité et c'est très difficile. Ça peut être la muse de certains et Mhm. absolument, et à travers l'histoire, on a beaucoup d'exemples qui viennent à l'esprit. Mais je dirais que ce n'est pas la seule, c'est pas la seule raison, la seule motivation d'écrire. On peut très bien écrire parce qu'on a une imagination, non, et qu'on veut, voilà, la créer. Donc, On veut la voir évoluer dans le monde. On veut la voir, voir l'impact que ça aura.
Donc, si on essaye de placer votre écriture face à la résilience, peut-on dire que c'est une forme de résilience ou pas? Absolument, d'une certaine manière. Je n'ai pas. Alors, personnellement, je déteste mes écrits, mais je n'abandonne pas parce que on me pousse toujours à avancer, on me pousse toujours à continuer. Mhm. Et du coup, oui, absolument. Cette nouvelle que j'ai publiée, que j'ai envoyée pour votre concours, c'est ma façon de dire que je n'abandonne pas, que je continue. C'est une forme de résilience, absolument. Merci. Oui. Donc, si on essaie de s'introduire un peu plus dans votre nouvelle, Mhm. pourquoi cette intrigue? Est-ce dû à des lectures, une influence, un écrivain que vous aimez, vous appréciez, ou C'est un petit, juste une inspiration personnelle? c'est un petit peu de tout. D'accord. Quand il s'agit de technologie, de l'avancée technologique, de la singularité spécifiquement, j'ai toujours été fasciné par cela. Et Mhm. j'ai vu qu'il y a la possibilité d'un monde où l'être humain pourrait continuer de vivre de manière Mhm. indéfinie grâce à cela. Et ça m'a permis j'ai fait le rapprochement. Quand j'ai lu les consignes et ce qu'on devait respecté pour le Oui. concours. L'idée de la résilience plutôt, pardon, m'est venue à l'esprit. Et c'est l'idée que l'être humain refuse de mourir. C'est l'être humain, l'humanité plus Mhm. spécifiquement, Oui, oui. refuse de mourir. Elle Mhm. maintient, elle essaie toujours de trouver un moyen, même quand la nature elle-même s'oppose à cette vie. Et c'est un petit peu l'idée, c'est l'idée qui a donné vie à cette nouvelle. Mm. C'est une D'accord. idée que j'avais depuis un moment déjà, et je me suis dit, je pourrais peut-être respecter les 10 pages parce que franchement, j'aurais aimé un petit peu plus, mais voilà, 10 pages, c'est 10 pages. Donc j'ai dû y travailler et 10 pages, j'ai réussi quand même à respecter la consigne. Oui, et puis c'est Et bien puis voilà. synthétisé. Vous avez en plus pu nous faire lire votre pensée, entre guillemets, là. Donc, là, vous parlez vous parlez de cet intérêt que vous avez envers la technologie et tout. Là, moi, je parle toujours d'un écrivain algérien qui me passionne, enfin, dont les livres me passionnent, de Jamel Mati. Jamel Mati, il fait partie des premiers écrivains, en Algérie bien sûr, hein, évidemment, qui avait introduit la technologie au sein de ses écrits. Lui, il est géophysicien à la retraite actuellement. Et dans ses livres, son premier roman intitulé cybercafé.com, on dirait le Sud. Donc, on retrouve un petit peu une petite ressemblance entre ce que vous avez fait dans votre nouvelle et les romans de Jamel Mati. Avez-vous déjà lu Mati? Non, jamais. Non, Jamais. non. Eh bien, donc Je c'est une devrais. invitation. Hein, c'est une Absolument. invitation à lire Oui, et à rencontrer aussi Jamel Mati. Hein. absolument. Donc, que pensez-vous de ce genre d'écriture? Certains, il y a eu quelques années, disons 2 ans de cela, il y a eu un café littéraire justement avec Jamel Mati. Mhm. Et certains présents avaient dit que le fait de diriger vers la littérature, vers tout ce qui est technologie, etc., va tuer l'âme de la littérature. Qu'en pensez-vous? Non, non. Je pense que la littérature, ce n'est pas par rapport aux moyens que nous avons, c'est par rapport à l'être humain lui-même. La Mhm. littérature, c'est l'expression de l'homme. Du moment que l'homme existe, il trouvera un moyen de s'exprimer. Alors, que la littérature soit écrite sous forme sur papier ou bien dans une forme plus technologiquement avancée, au final, ça ne va pas changer grand-chose parce que la littérature, c'est quand même l'homme. C'est l'homme, Mhm. c'est le style, Mhm. c'est ce qu'attend l'homme, c'est ce que veut l'homme, et c'est ce que l'homme propose à l'homme qui attend aussi. Donc, c'est les horizons d'attente, tout ça, absolument. Donc, du moment que l'homme existe,
L'avancée technologique, je ne vois pas ça comme étant un danger ou un risque pour la littérature. C'est juste un changement d'outil. Et du moment que l'homme existe, je maintiens, la littérature ne cessera pas d'exister non plus. Très bien. Donc, vous croyez à ce dialogue entre les sciences et la littérature, contrairement Absolument. à d'autres. Donc, Absolument. Je pense que les deux peuvent très bien. C'est un sujet comme un autre, finalement. Les deux peuvent très bien coexister. oui, tout à fait. Et de toute façon, votre nouvelle et d'autres écrits en sont la preuve, en quelque sorte. Hum. Donc là, on va s'introduire doucement avec une certaine prudence au sein de votre nouvelle, hein, pour dire pourquoi le choix de ces personnages, Manuela et Norman. Très bien. Alors, Manuela, son rôle dans l'histoire, on va dire, c'est l'intérêt, c'est la raison centrale pour le personnage principal d'exister. Excusez-moi, il est peut-être important que vous me donnez un petit aperçu petit résumé sur votre travail, votre nouvelle, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Alors, l'histoire, en fait, c'est nous nous retrouvons. Ça joue un petit peu sur la perception, parce que nous ne savons pas qu'il s'agit d'une boucle, mais en fait, nous nous retrouvons au début d'une boucle. Le début, c'est quoi? C'est que le personnage principal que j'ai décidé de nommer Normand, il se réveille d'un sommeil. Il se réveille d'un rêve plutôt. Il a vu dans un rêve, il a vu sa défunte femme. Après son réveil, il trouve un docteur dans sa chambre qui lui dit qu'il était en fait préservé dans un bunker où il a sommeillé cryogéniquement pendant plus de 200 ans. Et du coup, il s'agit lui-même, c'est le dernier homme organique sur Terre. Les hommes contemporains de la date de l'époque où il se trouve sont tous augmentés d'une manière ou d'une autre, mais lui, il ne l'est pas. Après, il va sortir un petit peu de cet hôpital. Le personnage principal, bien sûr, il est déconcerté, il ne comprend pas. Nous sortons de l'hôpital, il remarque des comportements étranges, il rencontre notamment l'autre personnage, Manuela, et il se rend compte de plus en plus que l'humanité a beaucoup changé, que l'humanité n'est plus ce qu'il a connu, c'est normal, mais il se rend compte que lui aussi, il n'est plus humain. Hein. Petit à petit, il s'en rend compte. Et après, il trouve que sa mémoire agit différemment et son vécu ne concorde pas avec sa mémoire. Après, il va avoir des réflexes basés sur des mémoires, sur un vécu auquel il n'arrive pas à plutôt un vécu dont il ne se souvient pas. Voilà. Et du coup, il va avoir des réflexes comme sauver l'héroïne, plutôt l'autre personnage d'une mort certaine, etc. Pour enfin réaliser qu'à la fin, lui-même, ce personnage que j'ai nommé Normand, c'est une copie. Il s'agit d'une copie. Alors, nous sommes dans le téléchargement de l'esprit. Nous pouvons télécharger notre cerveau dans des ordinateurs. Alors, lui, il ne s'agit que d'une copie du docteur du début. Ce docteur, il réalise aussi que l'humanité a beaucoup changé et il se sent très responsable, il se sent complice de la mort de l'humanité parce qu'il a empêché la réussite du projet Safeguard que nous expliquerons vers la fin de l'histoire, de la nouvelle plutôt. Et ce docteur, il tente de restaurer, il tente de recréer un algorithme parfait qui arrivera à émuler et à créer un être humain qui pourra se comporter exactement comme un être humain, dans les imperfections. Donc, c'est trop la perfection de l'homme ne le sied pas. C'est ça le terme. L'homme qui essaie d'accomplir la perfection finira par détester ce qu'il trouvera. C'est ça. Très bien, oui. Merci. Et donc, on revient vers le personnage. Pourquoi le choix de ces noms
Oui, Est-ce symbolique ou est-ce juste un c'est un choix choix personnel, c'est un choix très personnel. Alors, Manuela étant le personnage qui motive le comportement. Quelque part, si Manuela n'existait pas, Normand ne ferait pas preuve d'autant de résilience. mm, mm, mm. Et donc, c'est un petit peu le pivot de l'histoire, Oui. son existence même, qui, le nom Manuela, ça fait référence à quelqu'un que je connais personnellement, qui m'est très cher, mais ce n'est pas une écrivaine, non, ce n'est pas une référence, c'est juste Mm. personnel. Et D'accord, d'accord. Normand, Oui. Normand, c'est dû au fait que parce que la prononciation, ça ressemble à normal. Et je voulais un personnage qui soit normal. C'est-à-dire, c'est un personnage, on tente de lui faire croire qu'il est normal. C'est D'accord. quelqu'un de normal. Mhm. On veut pas qu'il se doute qu'il soit spécial d'une manière ou d'une autre. Et du coup, il s'appelle Norm. D'accord. Ou, ce n'est pas non, non, ce n'est pas cité dans la nouvelle, mais dans ma tête, ce n'est pas le prénom du docteur non plus, parce qu'il lui a donné sa mémoire, son vécu, sa conscience, son esprit, Oui. enfin une Oui. copie, Mhm. mais ce n'est pas ce n'est pas le même prénom. Il Mm. lui a fait croire, à travers la modification de sa mémoire, qu'il s'agissait que son prénom était normand. Il a fait croire à tous les autres qui ont subi ce même sort. Mm. D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ben, là, c'est un choix très, très judicieux. Bon. Aussi, bon, mis à part le choix des personnages, euh, j'avais remarqué que à travers votre nouvelle, vous faites un petit peu, je dirais un petit peu, hein, pas trop, l'éloge de l'errance. C'est comme si que vous donnez beaucoup d'importance ou que vous favorisez cette errance, je ne veux pas dire nomadisme, mais l'errance, carrément l'errance. Euh, Est-ce que Mhm. Est-ce que c'est voulu ou c'est juste une impression Euh, que j'ai eue après ma lecture ou vous voulez transmettre un message à travers cette errance? Puisque vous parlez de alors, l'humanité, vous parlez de l'espace, du futur, d'un espace futur, d'un avenir futur de l'humanité. alors, c'est surtout dû au fait que Normand, Mhm, à travers l'humanité qui lui reste, va essayer d'explorer, parce que l'être humain a toujours ce besoin de connaître son entourage. Il ne connaît rien, mhm, il veut explorer ce qu'est l'an mhm, de 2284. mhm, Et du coup, cette exploration, c'est aussi dû au fait que sa mémoire lui joue des tours. Donc, il veut à tout prix toujours avoir le plus de mhm. feedback possible de son entourage, que ce soit, symbolique à l'humanité, à l'errance de l'humanité. C'est juste une coïncidence, je pense, peut-être Oui. une heureuse coïncidence, mais en tout cas, oui, coïncidence qui a joué en ma faveur. Oui, évidemment, hein, évidemment. Donc, puisque je parle d'errance, et je parle aussi d'un autre aspect. En général, quand on parle d'errance, on parle des marginaux, on parle, et là, je pense que Normand fait un petit peu partie de ces êtres marginaux. Et en lisant Mhm. certaines parties ou certains passages, j'ai carrément pensé à des personnages des autres romans de Rachid Mimouni, le personnage de Tambeza de Rachid Mimouni, le personnage d'un roman qui a été publié récemment de Linda Nawel Tebani, Dis-moi ton nom, Folie, hein, Scandal Raib. Donc, disons que en lisant ces quelques passages que je vais lire maintenant, j'ai Mhm. euh, j'ai retrouvé à la fois plusieurs personnages, même si vous n'avez pas lu ces romans-là, même si on retrouve un petit peu aussi huis clos, hein, on retrouve un peu, on Mhm. retrouve beaucoup huis clos, n'est-ce pas? Mhm. Et en fait, ma question, je vais la poser après la lecture de ces deux extraits.
Vous allez me dire si ce sont les extraits que vous préférez ou pas. En tout cas, ce sont D'accord. les extraits que j'ai vraiment appréciés dans le texte. Donc, le premier extrait se situe à la page 8 de votre nouvelle. Un dieu, voilà qui est amusant. Je suis loin d'être un dieu. Je ne suis qu'un savant fou, avec bien trop de temps libre entre les mains et encore plus de remords. Ou devrais-je dire, nous le sommes. Ça fait combien de temps? 200 ans que nous sommes bloqués dans cette même étape. Il semblerait tout de même qu'il y ait du nouveau. Son intelligence artificielle semble avoir développé la capacité d'extrapoler des faits à partir de résidus mémoriels après la suppression partielle de sa base de données. Les lignes de code restantes tentent de remplir les vides laissés par celles supprimées pour compenser le manque de données. Enfin, une vraie progression. C'est un grand pas vers l'objectif, perfectionner l'algorithme humain. Donc, c'est le premier extrait. Le deuxième passage qui m'a encore plus émerveillée. Donc, disons, si je situe à la fin de la page 9, tout juste, il me répond, il lit mes pensées, il est dans ma tête. Qui es-tu? À toi de me le dire. C'est le but de ces expériences. Je dois réparer ta gaffe. Ma gaffe? Oui, quand tu as décidé de tout nous tuer, de tous nous tuer, avant même d'avoir complètement finalisé l'algorithme humain, ou même l'intelligence artificielle qui le gouverne. Quand l'homme a eu vent de la possibilité de survivre l'apocalypse imminente de l'époque due à la détérioration de la planète. Tout le monde s'est rué sur l'opportunité même. Si la technologie n'était pas au point, tu as condamné l'humanité à vivre dans l'inhumanité à cause de tes superstitions, ta peur d'un Dieu qui n'a que faire de ta croyance. Es-tu l'un des chercheurs du projet Safeguard? Je l'interroge. Donc, à travers ces deux extraits, à travers, comme je l'avais dit tout à l'heure, ce sentiment d'errance, à travers les Errance. personnages marginaux qu'on retrouve dans la plupart des écrits, j'ai cité donc Linda Nawal Tebani, Rachid Mimouni, je pourrais citer aussi Samir Toumi dans son roman L'effacement, et beaucoup d'autres écrivains à travers la littérature francophone, on voit bien que ces êtres marginaux sont devenus presque omniprésents dans les textes publiés récemment ou actuellement. Est-ce que vous avez fait, est-ce un certain choix de votre part de mettre en avant ces êtres marginaux ou juste ça a été une coïncidence comme l'errance? Quelque part, cette marginalisation, je voulais bien la faire paraître dans le personnage de Normand, dans le sens où, alors, il est supposé être quand même différent. Il est supposé être le dernier homme organique. Donc, sa mémoire et l'esprit dont il a été, Oui. que lui a donné l'original, pris non affecté par cette avancée technologique. Hein. Il s'agit, sa dernière mémoire, c'est vraiment quand il est mort. C'est juste avant sa mort. Donc, son esprit a toujours cette humanité qui n'a pas été tarnie. Et cette humanité, confrontée au vide existentiel de, de l'époque où ils vivent, forcément va se sentir un petit peu de la sorte. Donc, quelque part, oui, c'est bel et bien, c'est bel et bien une marginalisation. Mais en ce qui concerne est-ce qu'il s'agit d'une référence directe aux autres écrits? Non, pas forcément. D'accord, d'accord. Donc, c'est juste, donc on pourrait dire que la marginalité, enfin, c'est vrai qu'elle marque la littérature depuis Meursault, n'est-ce pas, depuis Meursault d'Albert Camus. Absolument. Hein. Mais là, on voit des êtres marginaux d'un autre type, qui ont d'autres besoins, qui sont marginalisés pour d'autres raisons, etc. Et en fait, ce que je voulais dire, pourquoi justement dans cette littérature algérienne de façon très particulière, on voit de manière,
on voit quand même que ces êtres marginaux prennent le dessus au sein de cette littérature. Bon, vous aurez remarqué que je fais souvent allusion à la littérature algérienne, ceci pour ne pas perdre un petit peu l'objectif de ce débat, parce qu'en fait, on se focalise un peu plus sur l'algérianité, sur l'écriture algérienne pour cette visioconférence, hein, évidemment. Et comme vous êtes à votre première nouvelle qui va être publique, et j'espère qu'elle va être publiée très vite, n'est-ce pas? J'aimerais quand même avoir cet avis, si vous croyez que les personnages marginaux sont devenus une nécessité d'une certaine manière, leur présence est nécessaire dans la littérature, au sein de la littérature de manière générale. Alors, nécessaire, Par je ne sais rapport à pas, vous, par mais rapport à vous. d'accord, pour moi, Oui. j'ai l'impression, en tant qu'homme avant écrivain, non, je ne dis pas que je suis un écrivain, mais je dis que le moi social pense Futur que, écrivain, futur. Inch'Allah, le moi social, je pense que, plutôt, le moi social pense que dans le commun chez nous, nous pouvons tous nous sentir un petit peu marginalisés quelque part. Donc, Tout à fait. avoir ce personnage euh, qui symbolise ce genre de sentiments, Oui. on peut mieux on peut mieux le comprendre, on peut mieux s'attribuer plutôt à imaginer et comprendre et avoir plus d'empathie envers ces personnages. Donc, est-ce une nécessité? Peut-être, mais en tout cas, c'est efficace parce que nous pouvons tous comprendre ces personnages. Parce Donc, que c'est une sorte c'est de une nouvelle, remède. Une sorte de remède. pardon, Une une sorte de sorte de remède. remède ou de thérapie. Hmm, pourquoi pas? Pour l'auteur comme pour le lecteur, les deux, absolument, oui. Mhm, Oui. mhm. Oui, oui, c'est une Donc, très bonne interprétation, un remède. on revient vers l'écriture thérapeutique, en quelque sorte. Mhm, Donc là, j'ai beaucoup de questions à poser, mais là, j'ai fait juste une seule lecture. Donc là, pour une nouvelle, j'ai quand même posé assez de questions. J'espère que je ne vous ai pas trop non, incommodé ce n'est avec pas mes agréable. questions, n'est-ce pas? Non. Et donc, avez-vous quelque chose à dire de façon particulière sur votre expérience, cette première expérience, ou sur la nouvelle, ou le choix du titre, par exemple, hein, on n'en a pas parlé. Mhm. Alors, le choix du titre, j'ai essayé de garder la chose très simple. Le projet Safeguard. Safeguard en français, ça veut dire sauvegarder, tout simplement. Parce que l'humanité a fait face à cette apocalypse, voilà, comme je l'ai décrit dans la Oui, nouvelle, parce que la planète oui, arrive à ses limites. L'humanité ne peut plus vivre dans cette planète qui refuse de l'abriter. Mais là encore, nous trouvons la résilience de l'homme à refuser, dans son refus catégorique de mourir, hein, à travers le projet Safeguard, justement, qui tente de créer le premier prototype de téléchargement de l'esprit pour qu'il puisse vivre dans un environnement qui ne lui est clairement pas propice. Mais il vivra quand même. C'est là un autre aspect de la résilience de l'être humain, dans le refus catégorique de cesser d'exister. merci. Donc, merci pour votre réponse. Et avez-vous quelque chose à rajouter concernant votre nouvelle? J'ai juste envie de dire que ce fut un très grand honneur. Merci beaucoup d'avoir lu et C'est moi. apprécié ma nouvelle. Si je devais conseiller à d'autres gens qui nous regardent et qui aimeraient se lancer aussi dans l'écriture, de ne pas hésiter, hein, parce que le talent, nous cherchons le talent. Parce que moi, personnellement, j'ai toujours pensé que les gens allaient se moquer de mes écritures. Mais non, en fait, nous cherchons le talent, justement. Nous voudrions que ce talent fasse surface. Alors oui, n'hésitez jamais. Oui, très bien. Donc, c'est un très beau message pour cette fête de la langue française que nous avons bel et bien fêté à travers votre nouvelle. Donc, encore une fois, félicitations. Nous avons le lauréat du premier concours organisé par l'ANECLEA, M. Chérif Mohamed Nadir de l'Université de Betna 2.
Vous allez recevoir un cadeau très symbolique, vu que c'est la première fois que nous organisons ce concours. Ça sera un lot de livres. Nous allons essayer de vous créer une page afin que vous puissiez faire lire votre nouvelle et pourquoi pas inviter les éditeurs à vous contacter. Et donc voilà, là c'est juste un petit plus que nous allons rajouter à votre talent que j'espère va s'accroître d'une nouvelle à une autre, une nouvelle vers le roman, enfin, vers tous les genres littéraires que j'espère vous allez exploiter et explorer. Donc, merci beaucoup pour avoir participé à cette Merci à vous de m'avoir reçu. visioconférence. Ce fut un plaisir de vous rencontrer et de faire Plaisir est ce partagé. débat. À d'autres débats, pas spécialement, pas spécialement par rapport à vos écrits, mais par rapport aux écrits des autres. Pourquoi pas? Vous avez des choses à dire? Non, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir reçu et ce fut un très grand honneur. Merci beaucoup. C'est moi, c'est moi. Merci à vous tous. C'est donc la fin de notre émission, la fin de cette belle rencontre avec Mohamed Nadir Sharif qui nous a, en fait, qui représente un exemple parfait, n'est-ce pas, du jeune Algérien qui fait ses premiers pas dans l'écriture et là, le monde de la littérature. Donc, bonne fête à la langue française, bonne fête à tous les francophones et à la prochaine visioconférence avec d'autres collègues organisée par la Nécléa. Merci beaucoup. Au revoir.